Je m'appelle Demi Allen, et à 29 ans, je suis capitaine dans l'armée des États-Unis. Mais, le jour de mon mariage, rien de tout cela n'avait d'importance. Devant 280 invités, des PDG, des généraux, des Rangers de l'armée, et tout le conseil d'administration de mon père, il m'a giflé. Le son a claqué à travers la cathédrale, alors qu'il pointait mon uniforme du doigt, et a hurlé « Enlève ces stupides morceaux de métal ». Il parlait de la Bronze Star, celle que j'avais gagnée à Kandahar. C'était son ultime cadeau de mariage pour moi, une humiliation publique. Il pensait avoir gagné, que j'allais m'effondrer comme je l'avais toujours fait. Mais, il a commis une erreur fatale. Il l'a fait devant ma véritable famille. Avant de vous raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, si vous croyez que l'honneur ne s'achète pas, et que la résilience est le plus bel héritage qui soit. Le son ne s'est pas simplement produit, il a éclaté. Un craquement vif et violent, qui a déchiré la dernière note tremblante de l'orgue, et a dévoré tout l'air, dans la cathédrale Saint-Michel. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde avait été vidé de sa substance, ne laissant que le bourdonnement dans mes oreilles, et le faible ronronnement du système de climatisation industrielle, quelque part, très haut au-dessus des plafonds voûtés. Je n'ai pas ressenti la douleur, du moins pas sur ma joue. Mon entraînement, ces années passées à apprendre à compartimenter, à opérer à travers le chaos, a pris le dessus. Mon corps a enregistré l'impact, ma tête tournant sous la force du coup, mais mon esprit s'est détaché. Il est devenu une caméra, enregistrant la scène avec une clarté froide et immaculée. J'ai tout vu. Le vitrail derrière l'autel, représentait l'archange Michel terrassant un dragon. La lumière du soleil le traversait, illuminant les grains de poussière, qui dansaient dans ce silence soudain et étouffant. J'ai vu mon frère aîné, David, debout dans la première rangée de bancs. Il n'était pas choqué. Sur son visage, dansait la lueur de quelque chose de laid et de triomphant, une satisfaction suffisante, qui déformait ses traits harmonieux. Il ressemblait à un homme, qui venait de voir un pari boursier risqué porter ses fruits. J'ai vu les PDG que mon père avait invités. Des hommes qui faisaient bouger les marchés, d'un simple coup de téléphone, désormais figés sur leurs bancs. Leurs expressions étaient un mélange d'embarras et d'alarme. Ils ne me regardaient pas. Ils regardaient mon père, Richard Allen, comme s'il était un actif instable, dont il devait soudainement se désengager. Et puis, j'ai vu ma famille, la vraie. Les généraux, les colonels, et les sergents, dispersés parmi les invités. Leurs visages étaient de marbre. J'ai vu le général Peters, un homme qui avait vu le pire de l'humanité à Falloujah, dont les yeux sont passés de l'incrédulité, à une fureur calme et contrôlée, bien plus terrifiante que n'importe quel cri. J'ai vu les jeunes Rangers, qui avaient servi avec mon fiancé, Mark, leur corps se redressant instinctivement, leurs mains lâchant les programmes de la cérémonie, comme s'ils se préparaient à recevoir un ordre. Ils formaient une mer d'immobilité silencieuse et mortelle, dans un océan de chaos. Mon père se tenait devant moi, la poitrine haletante. Le parfum subtil et entêtant d'un whisky hors de prix, du Macallan 18, sa signature, émanait de lui. Il respirait lourdement, le visage rougi par l'effort de sa propre rage. Il avait l'air puissant, dominant, un véritable monument dédié à sa propre autorité. Il croyait sincèrement, à cet instant, qu'il avait enfin éteint la dernière étincelle de rébellion en moi. Il croyait avoir gagné. Il avait tort. Avant que quiconque ne puisse bouger, avant que le premier halètement de choc ne puisse se transformer en mots, il s'est penché tout près. Le whisky sur son haleine, était comme le souffle d'une fournaise contre ma peau. Sa voix n'était plus un rugissement destiné au public. C'était un sifflement bas et venimeux, qui ne s'adressait qu'à moi, un ultime coup de poignard. Tu m'as fait honte pour la dernière fois, petite garce, a-t-il râlé, les mots coulant comme de l'acide dans mon oreille. Tu n'es plus ma fille. Cela a fait plus mal que la gifle. La gifle était un acte physique, une violation temporaire. Mais ces mots étaient un verdict. Ils étaient la rupture finale et brutale d'un lien, qui s'effilochait depuis 29 ans. Ce n'était pas juste de la colère. C'était un reniement formel et cruel, prononcé devant l'autel, là où il était censé me conduire. Une dernière ligne dans le grand livre de la famille Allen, me rayant des comptes, comme une perte totale. Mais le silence a été rompu, non pas par un autre cri, mais par un mouvement. Précis, économe, et silencieux. Mark. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas chargé.
Il a bougé avec l'efficacité fluide d'un homme entraîné pour la guerre. Un homme dont chaque geste avait un but. Il n'a pas posé la main sur mon père. Il n'en a pas eu besoin. Au lieu de cela, il a fait 2 pas en avant, et s'est simplement placé entre moi et Richard Allen. Un bouclier humain, une frontière vivante. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux, froids et fixes, étaient verrouillés sur ceux de mon père. Ce regard simple et inébranlable, contenait plus de menaces, que n'importe quelle insulte hurlée n'aurait jamais pu le faire. C'était le regard d'un prédateur évaluant une menace, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père tressaillir. Puis, Marc a légèrement tourné la tête, son regard s'adoucissant en se posant sur moi. Sa voix était calme, claire, et juste assez forte pour que les premiers rangs puissent l'entendre, tranchant à travers l'air épais étendu. « Capitaine » a-t-il dit, et l'utilisation de mon grade était un choix délibéré et puissant. « Avez-vous besoin d'une assistance médicale » Il ne demandait pas à sa mariée si elle allait bien. Il demandait à un officier si elle était blessée. Il était en train de recadrer l'événement tout entier, le sortant du monde désordonné et compliqué des dysfonctionnements familiaux, pour le placer carrément, dans le monde en noir et blanc de la conduite militaire. Le visage de mon père s'est contorsionné, la rage revenant alors que son assurance vacillait. Il a ouvert la bouche pour parler, pour réaffirmer la domination qui venait d'être si discrètement défiée. Il n'en a jamais eu l'occasion. Marc a levé la main, non pas de manière agressive, mais comme un geste simple et indéniable pour l'arrêter. C'était le mouvement d'un homme, qui maîtrise totalement la situation. Et lorsqu'il a repris la parole, sa voix était différente. La chaleur du fiancé inquiet avait disparu, remplacée par le ton sec et formel, d'un officier signalant un incident. « Mesdames et messieurs » a-t-il annoncé, sa voix portant sans effort à travers la cathédrale. « Veuillez rester calme. Une agression contre un officier de l'armée des États-Unis vient de se produire. » Un hoquet de stupeur, collectif et audible, a balayé l'église. « Je vais vous demander de bien vouloir rester à vos places. » Avec ces mots, le monde a basculé sur son axe. Il l'avait fait. Il avait complètement changé la donne. Saint-Michel n'était plus une église. C'était une potentielle scène de crime. Les 280 invités n'étaient plus des convives. Ils étaient des témoins. Et mon père, Richard Allen, le titan de l'industrie, le roi de son propre empire, n'était plus un père disciplinant sa fille. Il était un agresseur. Le temps a une manière étrange de s'étirer et de se comprimer, lors d'une crise. Dans le silence résonnant de Saint-Michel, une seule seconde a semblé durer une éternité. Les mots de Marc, une agression contre un officier vient de se produire, flottaient dans l'air, miroitants et dangereux. Ils avaient créé une nouvelle réalité. Et dans l'espace entre l'ancienne et la nouvelle, mon esprit n'est pas resté dans le présent. Il a fui. Il a couru en arrière, cherchant le commencement de cette fin, essayant de retracer la ligne de faille, qui avait conduit à ce tremblement de terre. Et il en a trouvé une. Non pas dans un seul moment dramatique, mais dans un rituel calme et récurrent, qui faisait autant partie de la tradition de ma famille, que la dinde et la tarte à la citrouille pour Thanksgiving. Dans la maison des Allen, Thanksgiving n'a jamais été seulement une question de gratitude. C'était un événement d'entreprise, déguisé en fête de famille. La journée était remplie des riches odeurs, de la dinde rôtie et de la farce à la sauge de ma mère, du cliquetis des lourds couverts en argent, contre la porcelaine fine, et du murmure des conversations polies. Mais sous tout cela, il y avait un courant de tension sous-jacent, une attente silencieuse pour ce que nous savions tous, qui allait arriver. L'événement principal n'était pas le repas, c'était l'audit. Après que la dernière part de tarte ait été servie, et que le café ait été versé, mon père s'éclaircissait la gorge, réduisant la table au silence. Il se retirait alors dans son bureau, et revenait en tenant un gros livre pesant. Il était relié en cuir vert foncé, avec le registre des Allen, en relief, en lettres d'or sur la couverture. Il avait l'air ancien et important, comme un texte sacré, et dans notre famille, il l'était. Il le posait en bout de table, avec un bruit sourd et autoritaire. L'ouvrant, il mettait ses lunettes de lecture, et commençait le bilan de fin d'année. Il commençait par David, mon frère aîné. David, annonçait-il, la voix résonnant de fierté, une année couronnée de succès, le contrat de logistique avec Procorp, un gain net de 2 millions d'euros pour l'entreprise. Il débouchait son stylo plume hors de prix, et nous écoutions tous le grattement de la plume, sur le papier épais et crémeux, alors qu'il inscrivait le chiffre.
Une salve d'applaudissements, menée par mon père, s'ensuivait. David hochait la tête, acceptant cela comme un dû. Ensuite, Michael. Michael, le projet résidentiel du centre-ville, une gestion efficace terminée en dessous du budget, une valeur de 800 000 €. Un autre grattement de plumes, une autre salve d'applaudissements polis et obligatoires. Mes frères, se prélassant dans la lueur chaleureuse de leur valeur calculée. Pendant des années, je n'ai eu aucune ligne. J'étais juste une enfant, un poste de dépense sans profit rattaché. Mais j'appréhendais le jour, où mon tour viendrait. Ce jour est arrivé quand j'avais 17 ans. J'avais passé 6 mois de mon année de première, à travailler sur un projet pour le concours scientifique de l'État du Texas. C'était une analyse d'ingénierie structurelle, une nouvelle méthode pour tester la capacité de charge, des matériaux de construction composite. C'était complexe, c'était innovant, et cela a remporté la première place de l'État. Je débordais de fierté. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir quelque chose à apporter, à la table de Thanksgiving. Quelque chose qui, à sa manière, se rattachait au monde de la construction que mon père dirigeait. Quand mon tour est venu, je me suis levé, le cœur battant contre mes côtes. J'ai présenté mon projet, expliquant la méthodologie, et les applications potentielles. Mon père a écouté, hochant lentement la tête, avec une expression neutre sur le visage, que je voulais désespérément interpréter comme de l'approbation. Quand j'ai terminé, la famille a offert des applaudissements hésitants et clairsemés. Mon père m'a regardé, pendant un long moment. Puis, il a ouvert le registre à ma page. Il a noté le nom de mon projet, de son écriture soignée et décisive. Il a déplacé son stylo vers la dernière colonne, celle qui comptait. Il a fait une pause pour l'effet dramatique, puis a écrit un chiffre grand, gras et indubitable, 0 pointé. Il a levé les yeux, croisant mon regard par-dessus le bord de ses lunettes, et s'est adressé à la table, bien que ces mots me soient directement destinés. Si ça ne se vend pas, a-t-il déclaré, la voix froide et didactique. Ça n'a aucune valeur. Une leçon importante, demi. L'humiliation était une chose physique. J'ai eu l'impression que l'air avait été chassé de mes poumons. Je me suis assise, le visage brûlant, et j'ai fixé mon assiette à dessert vide, clignant des yeux pour retenir mes larmes. Je n'ai pas entendu ce qui s'est dit après cela. Le monde était devenu silencieux, tout comme il l'a fait dans l'église, toutes ces années plus tard. Cette nuit-là, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle ne m'a pas prise dans ses bras, et ne m'a pas offert de mots réconfortants. Elle le faisait rarement. Sa méthode était plus calme, plus subtile. Elle s'est assise au bord de mon lit, et m'a raconté une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. Avant d'épouser ton père, a-t-elle dit, la voix douce, je possédais une petite boutique de fleurs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je l'adorais. Elle m'a expliqué que lorsqu'ils s'étaient fiancés, Richard l'avait convaincu de la vendre, pour se concentrer sur la famille. Mais la vérité, a-t-elle dit, c'est qu'il ne supportait pas qu'elle ait quelque chose à elle, quelque chose qu'il ne possédait pas, ou ne contrôlait pas. Elle a pris ma main, ses doigts frais et doux autour des miens. Ne le laisse pas acheter ton âme, demi, a-t-elle murmuré, les yeux remplis d'une urgence triste et féroce. Elle vaut plus que tous les chiffres dans ce livre. Quelques années plus tard, elle n'était plus là, emportée par un cancer qui était aussi implacable que mon père. Mais elle m'avait laissé son seul héritage, ce petit acte de résistance silencieuse. Mes frères, cependant, avaient hérité de la cruauté de mon père. Ils étaient ces hommes de main enthousiastes. Tout au long de mon enfance, ils se sont moqués de mes centres d'intérêt. Les livres que je lisais étaient inutiles. Mon rêve d'être ingénieur était une phase enfantine. Ils ne me traitaient pas comme une sœur, mais comme une division étrange et non rentable, de l'entreprise familiale. Lorsque j'ai finalement annoncé ma décision de m'engager dans l'armée, c'est David qui a scellé mon sort auprès de mon père. Je l'ai surpris un soir, sa voix dégoulinante de condescendance. « Laisse-la simplement partir, papa, avait-il dit. C'est une cause perdue de toute façon. Au moins, dans l'armée, elle apprendra enfin à suivre un ordre. Un investissement raté. C'est tout ce que j'étais pour eux. Et maintenant, debout devant l'autel de Saint-Michel, le fantôme de cette fille de 17 ans se réveillant en moi, j'ai enfin compris. La gifle, les mots, l'humiliation publique. Ce n'était pas une nouvelle attaque. C'était juste la dernière entrée logique,
dans un registre qui avait été écrit il y a bien longtemps. Mon père avait son livre relié en cuir, rempli de chiffres. Son monde entier était défini par cela. J'ai baissé les yeux vers mon uniforme de cérémonie, vers les rangées de rubans sur mon cœur. Mes yeux se sont posés sur le métal froid et dur de la Bronze Star, pour la bravoure, pour le mérite, pour une valeur qui ne pourrait jamais être achetée ou vendue. Ceci, ai-je pensé, un calme étrange s'installant en moi. Ceci est mon registre. Un registre se remplit une ligne à la fois. Mon père remplissait le sien avec des signes de euros. J'ai décidé de remplir le mien avec des actes. Le jour où je me suis engagé, j'ai fait une rupture nette. J'ai coupé les ponts avec le fonds en fiducie, j'ai refusé l'argent de poche, et je me suis éloigné de l'Empire Allen, avec rien d'autre qu'un sac polochon, et un besoin brûlant de prouver, que la foi de ma mère en moi, et ma propre croyance silencieuse en moi-même, valaient plus qu'un zéro pointé. Le prix de cette liberté fut élevé. Ces premières années furent une leçon de brutale humilité. Pendant que mes frères remplaçaient leur Porsche, j'apprenais à budgétiser un salaire de sous-lieutenant. J'ai trouvé un tout petit appartement délabré, juste à l'extérieur de la porte principale de Fort Hood, au Texas. Le loyer était bon marché pour une raison. Ce premier hiver-là, une vague de froid a frappé le centre du Texas, et le vieux chauffage de mon logement a rendu l'âme, avec un dernier soupir de ferraille. Je n'avais pas les quelques centaines d'euros, pour la réparation d'urgence. Alors, j'ai dormi dans mon survêtement, ma veste polaire, et j'ai empilé les 2 fines couvertures militaires par-dessus moi. Allongé là, dans le noir glacial, je pouvais presque sentir le froid s'infiltrer dans mes os. Mais cela ne m'a pas brisé. Cela m'a forgé. Chaque frisson était un rappel, que j'étais livré à moi-même. Je payais mon dû, et j'étais plus que disposé à le payer. Ce processus de forge a été incarné par un seul homme, le sergent instructeur Barnes. C'était un sous-officier supérieur, un homme afro-américain originaire de la campagne louisianaise, qui avait passé 20 ans dans l'infanterie, et qui avait les rides profondes sur le visage, pour le prouver. Il savait exactement qui j'étais, dès le premier jour. Il avait lu mon dossier. Il a vu Richard Allen sur la ligne du plus proche parent, et les signes de euros qui allaient avec. Je pouvais voir la question dans ses yeux. Combien de temps la princesse allait-elle durer? Il s'est fait une mission personnelle de le découvrir. Il m'a choisi pour les tâches les plus ardues. J'ai mené les plus longues marches avec pactage. J'ai tracé les parcours de navigation terrestre, les plus complexes. J'étais toujours la première choisie, pour démontrer les techniques de combat au corps à corps. Il m'a poussé plus durement, que n'importe qui d'autre dans ma classe de l'école des élèves officiers. Ce n'était pas du bizutage. C'était un test, une épreuve du feu. Le point de rupture est survenu lors d'un exercice d'entraînement sur le terrain. Nous étions en mouvement depuis près de 36 heures sans sommeil, exécutant des exercices avec un minimum de nourriture et d'eau. L'épuisement était un poids physique, qui pressait sur mes épaules, rendant mes paupières lourdes comme du plomb. Je trébuchais, ma vision se brouillant sur les bords. J'ai senti mes genoux commencer à flancher. Juste au moment où j'allais m'effondrer, Barnes était là, son ombre planant sur moi. Il n'a pas tendu la main. Il n'a pas offert de gourde. Il est juste resté là, et m'a regardé, son expression indéchiffrable. La douleur est temporaire, capitaine, a-t-il dit, sa voix n'étant qu'un grondement grave et rocailleux. Mais l'honneur est éternel. Il ne me tourmentait pas. Il m'enseignait. Il me montrait que mon nom de famille ne signifiait rien ici. Le registre des Allen n'avait aucune valeur. Ici, la seule monnaie d'échange, c'était le cran. J'ai pris une grande inspiration, je me suis redressé de toute ma hauteur, et j'ai continué à avancer. J'avais réussi son test. Après mon premier déploiement en Irak, j'ai été promu premier lieutenant. Je l'avais mérité. J'avais dirigé des soldats dans une zone de combat, et je les avais tous ramenés à la maison. Dans un moment d'espoir naïf, j'ai décidé d'écrire une lettre à mon père. Ce n'était pas pour jubiler ou pour me vanter. C'était une tentative sincère d'expliquer, de combler le fossé entre nos mondes. J'ai rempli 4 pages, lui parlant de mes soldats, du poids de la responsabilité, de ce que signifiait apprendre à bâtir un héritage, fait non pas de bâtiments, mais d'humains. Je l'ai scellé dans une enveloppe, et je l'ai envoyé à son siège social à Dallas. Je me suis dit de ne pas m'attendre à une réponse, et j'avais raison. 2 semaines plus tard, une enveloppe immaculée et d'aspect professionnel,
d'Allen Industries, est arrivée dans mon courrier à Bagdad. Elle semblait lourde. Je me souviens que mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Une part stupide de moi espérait un mot, un signe, n'importe quoi. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre. Il n'y avait que ma propre lettre de 4 pages, déchirée proprement en 4 carrés égaux. Un message silencieux, brutal et indubitable. Il n'avait pas simplement rejeté mes mots. Il avait nié toute mon expérience. Si vous avez déjà ouvert votre cœur à quelqu'un, si vous avez déjà essayé de lui faire comprendre votre monde, pour finalement être repoussé, et vous le voir jeter au visage, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses pour moi, tout de suite. Premièrement, cliquez sur le bouton j'aime juste pour montrer que vous êtes ici, avec moi. Deuxièmement, commentez simplement avec le seul mot bonheur ci-dessous. C'est un petit mot, mais il signifie tout. C'est ce qu'ils ne peuvent pas nous enlever. Cette lettre déchirée a été la dernière fois où j'ai essayé de chercher son approbation. J'ai clôturé ce compte. À partir de ce moment-là, mon travail était pour moi, et pour les soldats avec lesquels je servais. Et à Kandahar, en Afghanistan, j'ai enfin compris la véritable nature de ce que j'étais en train de bâtir. Mon peloton était en patrouille quand le monde a explosé. Une embuscade bien coordonnée a éclaté, depuis une série de complexes en briques de terre, des roquettes, des tirs de mitrailleuses. C'était le chaos. Lors de l'explosion initiale, un jeune soldat de pas plus de 19 ans a été touché à la jambe. Il était à découvert, piégé au milieu de la zone de tir. Sans y penser à 2 fois, j'ai bougé. J'ai effectué des tirs de couverture, pendant que mon sergent coordonnait la riposte, et j'ai couru vers le soldat. Je l'ai attrapé par son gilet pare-balles, et je l'ai traîné, mètre après mètre dans la douleur, jusqu'à la sécurité relative d'un véhicule blindé. Le combat s'est terminé en 10 minutes, mais il a semblé durer toute une vie. Une fois la fumée dissipée, et l'hélicoptère d'évacuation médicale en route, le jeune soldat m'a attrapé la main. Son visage était pâle à cause de la douleur et du choc, mais ses yeux étaient clairs. « Merci, madame », a-t-il dit, sa poigne étonnamment forte. « Je vous suivrai n'importe où. » Et à cet instant, j'ai tout vu avec une clarté parfaite. Mon père construisait des gratte-ciel en béton et en acier, des monuments dédiés au commerce, qui grattaient le ciel. Ils étaient impressionnants. Ils avaient de la valeur, mais ils étaient creux. Moi, je bâtissais quelque chose de totalement différent, ici, dans la poussière et le sang, d'une guerre oubliée. Je bâtissais des liens de loyauté. Je bâtissais un empire de confiance. Et j'ai su, avec une certitude ancrée au plus profond de mon âme, que ce que je bâtissais, durerait tellement plus longtemps. Dans le monde de mon père, la confiance était un contrat, un document légal avec des clauses et des conséquences, garanties par de l'argent. Dans mon nouveau monde, la confiance était une monnaie, gagnée dans des moments de pression extrême. Elle ne s'écrivait pas, elle se démontrait. Et j'ai rencontré l'homme que j'allais épouser, à l'endroit même où cette monnaie s'échangeait le plus chèrement. Il s'appelait Marc, et je l'ai rencontré dans un centre d'opération tactique, sur la base aérienne de Bagram, en Afghanistan. La pièce sentait la poussière, le café rassis, et l'odeur légère mais piquante de carburant d'aviation, qui s'accrochait à tout. C'était un lieu de chaos contrôlé, mais à ce moment-là, c'était ma scène. En tant qu'officier du renseignement, je briefais un groupe d'officiers supérieurs et de chefs d'équipe, sur une mission à venir. Ma partie du briefing était un avertissement. J'avais trouvé une divergence dans les renseignements. Une faille subtile mais significative, dans l'analyse de l'imagerie satellite, qui suggérait qu'un itinéraire prévu pour une équipe de Rangers, n'était pas dégagé, mais était en fait le site probable d'une embuscade complexe. J'ai exposé mes arguments, pointant des ombres qui n'avaient pas leur place, et des signatures thermiques qui étaient trop récentes. La réaction fut un rejet. Un colonel de plein grade, désireux de maintenir la mission dans les temps, a agité la main d'un air dédaigneux. « C'est mince, capitaine. Vous êtes excessivement prudente. » D'autres ont hoché la tête en signe d'accord. J'ai ressenti cette vieille douleur familière d'être mise de côté, de voir mon travail minutieux invalidé. J'allais me rasseoir, lorsqu'une voix a fendu les murmures. Une preuve mince me suffit. Toutes les têtes se sont tournées. Près du fond de la pièce, se tenait un capitaine que je ne connaissais pas. Grand et mince, avec l'intensité calme et concentrée, qui le désignait comme appartenant aux forces spéciales. C'était le chef de l'équipe de Rangers en question. Il s'est avancé.
Je fais confiance à l'évaluation du capitaine Allen, a-t-il dit, la voix calme et égale. Mon équipe ne bougera pas, tant que nous n'aurons pas vérifié. La salle est devenue silencieuse. Il venait de contredire publiquement un colonel, et de mettre sa mission en attente. Tout cela, sur la base de la parole d'un officier du renseignement, qu'il n'avait jamais rencontré. Il ne m'avait pas seulement écouté. Il pariait la vie de ces hommes, sur mon jugement. À cet instant, il a signé un contrat avec moi. Un contrat écrit, non pas à l'encre, mais dans une confiance absolue et inconditionnelle. Il m'a vu, non pas comme une femme, non pas comme un nom de famille, mais comme une professionnelle. Ce fut la forme de respect la plus profonde, que j'ai jamais reçue. Notre premier rendez-vous, une semaine plus tard, ne fut pas vraiment romantique. C'était dans la cantine principale de Bagram, sous le bourdonnement des néons, devant des assiettes de poulet sec et de purée grumeleuse. Mais le décor n'avait pas d'importance. Il ne m'a pas posé de questions sur ma famille, où j'étais allé à l'université, ou ce que faisait mon père dans la vie. La liste de vérification habituelle, d'un homme essayant d'évaluer le pédigré d'une femme. Au lieu de cela, il m'a regardé et a demandé, quelle est la décision de commandement la plus difficile, que tu aies jamais eu à prendre? J'ai été prise de court. Je lui ai parlé d'une fusillade en Irak, du fait d'avoir dû prendre la décision, d'abandonner un équipement de surveillance coûteux, pour prioriser l'évacuation d'un soldat blessé. C'était un choix qui m'avait valu un blâme, pour la perte de matériel gouvernemental. Il a écouté attentivement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai eu fini, il a simplement hoché lentement la tête. Tu as choisi les gens, plutôt que le matériel, a-t-il dit. C'est la marque d'un bon leader. Personne ne m'avait jamais appelé ainsi, auparavant. Dans ma famille, choisir les gens plutôt que les actifs, était le signe d'un mauvais investissement. Avec une phrase toute simple, Marc avait pris ce que le monde de mon père considérait comme une faiblesse, et l'avait recadré comme ma plus grande force. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir, avec le café tiède dans ma tasse. Lorsque nous sommes tous les deux rentrés aux États-Unis, notre relation s'est approfondie, loin de la poussière et du danger de l'Afghanistan. Un week-end, il m'a emmené faire une randonnée, le long de la ceinture de verdure de Barton Creek, à Austin. Nous avons grimpé sur un affleurement rocheux, surplombant le fleuve Colorado, le soleil de fin d'après-midi, transformant l'eau en or. Il ne s'est pas mis à genoux. Il n'a pas sorti de bague en diamant. Au lieu de cela, il a mis la main dans sa poche, et a sorti 2 plaques d'identité militaire vierges. Elles étaient simples, en argent, et semblaient fraîches et lourdes dans ma paume. Il en a soulevé une. Là-dessus, a-t-il dit. Il grave ton nom, ton groupe sanguin, ta religion. C'est ce que l'armée a besoin de savoir, pour identifier ton corps. Son expression était sérieuse, mais ses yeux étaient incroyablement doux. Mais moi, je veux savoir ce que tu défends. Je veux connaître ton serment. Il m'a tendu l'une des plaques vierges. Qu'est-ce que tu vas graver sur ta vie, Demi? Ce n'était pas une demande en mariage. C'était une proposition de partenariat, une invitation à bâtir un héritage commun, un contrat basé, non pas sur des actifs, mais sur des valeurs. Ce fut la chose la plus romantique, que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Je lui ai dit que je graverais le mot bonheur, sur la mienne. Il a dit qu'il graverait loyauté. Avant d'officialiser les choses, je savais que je devais faire l'unique chose que je redoutais. L'emmener rencontrer mon père. Nous nous sommes retrouvés pour un déjeuner tendu et gênant, dans un restaurant de grillade à Dallas, qui sentait le cuir et l'argent. Richard a jaugé Marc, comme il l'aurait fait pour une potentielle acquisition commerciale. Il a posé des questions sur son salaire, ses perspectives, la valeur nette de sa famille. Lorsqu'il a appris que Marc faisait également carrière dans l'armée, un soldat qui ne possédait guère plus que son pick-up et son équipement, mon père s'est penché en arrière et a ricané. Eh bien, a-t-il dit, en s'épongeant la bouche avec une serviette en lin. Je suppose qu'il est bon, que ma fille ait trouvé quelqu'un, qui partage son passe-temps de jouer à la guerre. C'est très bien, mais quand vous serez prêts tous les deux, à bâtir quelque chose de réel, vous viendrez me voir. Marc n'a pas tressailli. Il ne s'est pas mis en colère. Il a simplement soutenu le regard condescendant de mon père, avec une expression de confiance calme et inébranlable. Nous bâtissons déjà quelque chose, monsieur, a répondu Marc, la voix posée et respectueuse, et pourtant totalement insolente. Une vie. Mon père est resté sans voix.
Pour la première fois, quelqu'un lui tenait tête. Non pas en défiant son pouvoir, mais en refusant simplement de jouer à son jeu. L'estime de soi de Marc n'était pas liée à un chiffre dans un registre. Ainsi, mon père n'avait aucun levier, aucun moyen de le contrôler. Sur le chemin du retour en voiture, j'étais silencieuse, cette rencontre m'ayant laissé un goût amer dans la bouche. Marc a tendu la main, et a pris la mienne. Il a sorti une vieille boussole en laiton de sa poche, et l'a placée dans ma paume. Elle était usée, les bords polis par l'usage. J'allais te donner ça plus tard, a-t-il dit. Pour toi. Parce que tu sais toujours comment retrouver le chemin de la maison, peu importe où se trouve la maison. Il a fait une pause, puis m'a regardé, ses yeux voyant directement à travers l'armure, que j'avais passé une vie à construire. Tu n'as pas besoin de son empire, Demi, a-t-il dit, la voix ferme et certaine. Tu es un empire. Les semaines qui ont suivi mes fiançailles ont été une rare période de calme. Pour la première fois, j'avais l'impression de bâtir une vie selon mes propres conditions, une vie que les mots de Marc m'avaient donné le courage de revendiquer, mon propre empire. Mais les empires ne restent jamais incontestés. L'ancien monde, celui que j'avais combattu si durement pour fuir, est venu frapper à la porte. Et il est venu avec l'arme à laquelle j'étais la moins préparée, l'illusion de la paix. La première manœuvre fut un appel téléphonique de mon frère aîné, David. Il est arrivé 2 semaines avant la date du mariage. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, et son nom clignotant sur mon écran m'a envoyé une secousse d'anxiété. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, mais il a rappelé immédiatement. J'ai finalement répondu, ma garde déjà haute. Sa voix était comme du miel mêlé d'arsenic, d'une douceur écœurante et totalement fausse. Demi, chérie, comment vas-tu, a-t-il commencé, l'image parfaite du grand frère inquiet. Écoute, papa. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est tellement fier, tu sais. Il veut que sa petite fille ressemble à une princesse, pour son grand jour. Je suis restée silencieuse, le laissant tisser sa toile. Il est sorti et a choisi une robe pour toi, a continué David, sa voix suintant d'une fausse sincérité. Une Vera Wang. Absolument magnifique. Il veut juste te voir heureuse, Demi. Elle était là, la salle d'ouverture. Pas une exigence, mais un cadeau. Un cheval de 3 faits de soie et de dentelle. Je savais ce que c'était réellement. Un test de loyauté. Un uniforme pour son camp du conflit. C'est très généreux, David, ai-je dit, ma voix soigneusement neutre. Mais j'ai déjà choisi ce que je vais porter. Le miel a disparu de sa voix, remplacé par le ton froid et dur, d'un homme d'affaires concluant un marché. Écoute, fais juste un petit compromis, Demi. Porte la robe. Sois gentil avec papa à l'église. Peut-être même t'excuser pour, tu sais, le malentendu. Il te pardonnera. Il a même mis de côté un chèque à 7 chiffres, comme cadeau de mariage. Considère ça simplement. Comme une transaction commerciale. Une petite concession, pour un gros gain. C'est une bonne affaire. Une transaction commerciale. Ma dignité, mon identité, mon respect de moi-même. Tous devenus de simples marchandises, à échanger contre la paix, et un gros chèque. La rage formait un œuf froid dans mon estomac. Mon mariage n'est pas une affaire commerciale, David, ai-je dit, ma voix basse et définitive. Et je ne suis pas à vendre. J'ai raccroché, avant qu'il ne puisse répondre. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Le lendemain, un SMS est arrivé de David. Ce n'était pas des mots. C'était une photo, une vieille photographie de ma mère souriante, le bras autour de moi, beaucoup plus jeune. Elle avait l'air si heureuse, si pleine de vie. La légende en dessous disait, c'est ce qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu que sa famille soit réunie et heureuse, pour ton jour spécial. Ce fut le moment où la nausée m'a frappé. C'était une répulsion physique, une maladie qui commençait dans mes tripes, et montait jusqu'à ma gorge. Ils utilisaient sa mémoire comme une arme. Ils prenaient la chose la plus pure qu'il me restait d'elle, et la transformaient en un outil de chantage affectif. Dans la famille Allen, même les morts étaient des actifs à exploiter. J'ai enfin vu la véritable profondeur de la toxicité, comment elle empoisonnait tout ce qu'elle touchait, même les souvenirs, même l'amour. Et pourtant, ils ne se sont pas arrêtés. Malgré mon refus,
le colis est arrivé le lendemain. Une boîte si énorme, qu'elle passait à peine la porte de mon appartement, ornée de l'écriture élégante et emblématique, Vera Wang. Ce n'était pas un cadeau. C'était une démonstration de force. C'était mon père, déclarant que mes souhaits n'avaient aucune importance. Sa volonté serait faite. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, nichée dans des couches de papier de soie, se trouvait une robe d'une beauté à couper le souffle. Une cascade de soie ivoire, et de dentelle complexe. Une robe digne d'une reine. C'était le genre de robe, dont rêvent les petites filles. Mais en la regardant, je n'y ai pas vu un rêve. J'y ai vu une prison. J'y ai vu un uniforme de reddition, un costume que j'étais censé porter, pour jouer le rôle de la belle fille. J'ai détourné le regard de la robe, pour observer mon propre uniforme, suspendu, net et fier, au dos de la porte de ma chambre. Le bleu profond de l'uniforme de service de l'armée, le laiton poli des boutons, les rangées soignées de rubans, racontant l'histoire de ma vie, mes sacrifices, mon honneur. Le choix n'avait jamais été aussi clair. L'un était un costume. L'autre était ma propre peau. Le lendemain matin, j'ai soigneusement remballé la robe Vera Wang, dans sa magnifique boîte. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas abîmée. Cela aurait été une réaction émotionnelle. Et ceci, était désormais une opération stratégique. Je l'ai conduite à l'autre bout de la ville, vers une petite association à but non lucratif que je connaissais, un endroit appelé Bride Across America. Ils fournissent gratuitement des robes de mariée aux mariés militaires, aux femmes de l'armée, ou aux épouses de militaires, qui n'en ont pas les moyens. J'ai porté la lourde boîte à l'intérieur. La femme au comptoir m'a regardé, puis a regardé la boîte, les yeux écarquillés. J'aimerais faire don de ceci, ai-je dit simplement. Anonymement. Elle est restée sans voix un instant, puis a hoché la tête, un regard de profonde gratitude sur le visage. Alors que j'étais sur le point de partir, j'ai pris une petite carte dans mon sac à main, et je l'ai posée sur la boîte. Je l'avais écrite la nuit précédente, les mots m'étant venus avec une clarté absolue. On pouvait y lire, pour une femme qui comprend, que la force est plus belle que la soie. En sortant au soleil, j'ai ressenti un sentiment de libération. Je ne m'étais pas seulement débarrassé d'une robe. J'avais pris un symbole de l'oppression de mon père, et je l'avais transformé en un cadeau de solidarité. J'en avais redéfini la valeur, selon mes propres termes. La guerre pour le jour de mon mariage avait commencé, et je venais de tirer le premier coup, en silence. Dans l'armée, les heures qui précèdent une opération majeure, sont un étrange mélange de calme et de tension. Il y a une concentration silencieuse, un sentiment de but partagé, qui flotte dans l'air. C'est ce que j'ai ressenti la nuit précédant mon mariage. Il n'y a pas eu d'enterrement de vie de jeune fille, avec des jeux idiots et des écharpes roses. Ce n'était pas mon monde. Mon monde, ma vraie famille, s'est réunie dans le jardin de la petite maison, que Marc et moi louions. Nous étions assis autour d'un feu de camp crépitant, le ciel du Texas sombre et parsemé d'étoiles, au-dessus de nous. Il n'y avait que notre cercle restreint, mes deux escortes pour le mariage, tous deux des rangers de l'unité de Marc, une femme pilote d'hélicoptère Apache, dure à cuire avec qui j'avais servi en Irak, et quelques autres de notre communauté soudée. L'air sentait la fumée de bois de mesquite, et la terre humide. Nous nous faisions passer des bouteilles de Chine-Bock, la bière emblématique du Texas, son verre ambré et foncé, frais contre nos paumes. Personne n'a parlé du mariage. Personne n'a mentionné mon père, ou la robe Vera Wang. Au lieu de cela, nous avons fait ce que font les soldats. Nous avons raconté de vieilles histoires. Nous nous sommes charriés impitoyablement sur des erreurs passées, un exercice d'entraînement raté, une coupe de cheveux affreuse, un rendez-vous arrangé désastreux. Nous avons ri. C'était un langage à part entière, une façon de construire un périmètre de soutien, sans jamais en dire les mots. C'était une reconnaissance silencieuse, et tacite, qu'une opération importante était programmée pour le matin, et qu'ils faisaient tous partie de mon équipe de feu. Leur présence n'était pas seulement un réconfort, c'était une fortification. Quand le dernier d'entre eux fut enfin parti, les feux arrière de leur pick-up disparaissant sur la route de campagne sombre, Marc et moi nous sommes tenus près des braises mourantes du feu. Il a tendu la main, et a repoussé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille. Il n'a pas demandé si j'avais peur. Un bon commandant ne pose jamais à un soldat une question dont il connaît déjà la réponse. Il savait. Au lieu de cela, il a parlé avec la certitude tranquille
d'un commandant de mission exposant le plan d'attaque. Demain, a-t-il dit, la voix basse et régulière. Tu n'auras pas à te battre seul. Je suis là. Tous ceux qui étaient ici ce soir, sont là. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble, tout comme nous l'avons toujours fait. Il a mis la main dans sa poche, et a sorti quelque chose de petit et lourd. C'était une vieille boussole militaire en laiton, le genre à laquelle on apprend à confier sa vie, sur le terrain. Elle était éraflée et usée, les marquages effacés par des années d'utilisation. C'était à mon grand-père, a-t-il dit, en la plaçant dans ma main. Ça l'a aidé à traverser la Normandie. Je ne te la donne pas parce que je pense que tu vas te perdre. Il a souri faiblement. Je te la donne, pour te rappeler que, même quand la tempête frappe, et que tu ne vois pas à 30 centimètres devant toi, tu sauras toujours où se trouve ton vrai nord. Plus tard dans la nuit, bien après que Marc se soit endormi, je me suis assise dans le calme de notre salon. J'ai récupéré une petite boîte en bois sculptée, sur l'étagère de mon placard. C'était la seule chose que j'avais emportée de ma maison d'enfance, une boîte remplie des souvenirs de ma mère. J'ai soulevé le couvercle, le léger parfum de roses séchées et de vieux papiers, montant à ma rencontre. À l'intérieur, sous une fleur pressée et quelques photos décolorées, se trouvait sa dernière lettre. Elle l'avait écrite un mois avant de mourir, son écriture tremblante, mais claire. Elle était remplie d'amour, et de doux encouragements, mais ce sont les dernières lignes que je cherchais. Elle l'avait terminée par une citation de la Bible, un verset dont elle m'avait dit qu'il lui avait donné de la force, tout au long de sa vie. Mes doigts ont tracé les mots familiers, sur le papier fin, presque transparent. Josué 1h09. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En lisant ces mots, un profond sentiment de paix s'est installé en moi. Cette bataille n'était pas nouvelle. Ma mère l'avait menée toute sa vie. Une guerre de résistance silencieuse et digne, contre le contrôle étouffant de mon père. Elle m'avait préparé pour ce moment, depuis le début. Je n'étais pas seulement une fille, se rebellant contre son père. J'étais un soldat, perpétuant l'héritage d'un camarade tombé au combat. Nous avons tous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Une personne, vivante ou disparue, dont la mémoire ou les paroles, deviennent notre armure. Un parent, un grand-parent, un mentor, un ami. Si vous avez une personne comme ça dans votre vie, je veux que vous lui rendiez hommage, tout de suite. Commentez simplement, avec son prénom, ou son rôle dans votre vie, ci-dessous. Remplissons les commentaires, avec les noms des personnes qui nous rendent forts. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Il n'y avait pas d'équipe de demoiselles d'honneur, pas d'énergie frénétique. Il n'y avait que moi, et ma mission. J'ai commencé le rituel de préparation. C'était un processus que je connaissais intimement, un processus que j'avais accompli d'innombrables fois, dans la pénombre des tentes et des casernes. J'ai commencé par l'uniforme, le tissu impeccable et parfaitement repassé. J'ai attaché chaque bouton en laiton, les mouvements précis et automatiques. J'ai lissé la veste, m'assurant que chaque ligne était parfaite. Ensuite, sont venues les médailles. Je les ai épinglées une à une sur ma poitrine, mes doigts effleurant le métal froid. Chacune était une histoire, la médaille de recommandation de l'armée, la médaille de la campagne d'Irak, la médaille de la campagne d'Afghanistan, et enfin, la bronze star. Les stupides morceaux de métal de mon père. Pour moi, ils étaient les entrées de mon propre registre, un dossier de loyauté, de sacrifice et de courage. Ce n'étaient pas des décorations. C'était ma chair et mon sang. C'était mon armure. Quand j'ai eu terminé, je me suis tenu devant le miroir en pied. J'avais placé la vieille boussole, que Marc m'avait donnée, sur la commode, à côté d'une petite photo encadrée de ma mère, mes talismans. J'ai regardé mon reflet. Je ne voyais pas une mariée. Je voyais un capitaine de l'armée des États-Unis, pleinement préparé, son armure en place, et j'étais prête pour la mission la plus importante de ma vie. Au moment où les lourdes portes en chêne de la cathédrale Saint-Michel se sont ouvertes, un silence religieux est tombé sur les bancs. Les accords riches et résonnants de l'orgue à tuyaux ont commencé à s'enfler, remplissant l'espace caverneux, mais je les ai à peine entendus. Mes yeux étaient fixés sur le bout de la longue allée recouverte d'un tapis pourpre, où Marc m'attendait. Et puis, mon cœur s'est arrêté. Sortant du premier rang, mon père s'est avancé au centre de l'allée, se positionnant directement sur mon chemin.
Il n'attendait pas pour me conduire à l'hôtel. Il attendait pour m'arrêter. Il se tenait là, les épaules larges dans son costume Tom Ford sur mesure. Un mur humain, entre moi et mon avenir. Un ultime gardien. Pendant une fraction de seconde, le réflexe conditionné de toute une vie, a pris le dessus. Un frisson de peur, froid et aigu, m'a traversé. Mes épaules se sont tendues. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai ressenti un besoin instinctif de tressaillir, de reculer, de me faire toute petite, exactement comme la petite fille en moi, avait été entraînée à le faire pendant près de 3 décennies. Mais ensuite, je l'ai senti, de chaque côté de moi. Mes escortes, 2 rangers endurcis de l'unité de marque, des hommes qui avaient traversé l'enfer et en étaient revenus, ont imperceptiblement carré leurs épaules. Ce n'était pas un geste agressif. C'était un signal, une pression silencieuse et stabilisatrice, qui communiquait un message simple et puissant, sans un seul mot. Nous sommes là. Nous couvrons tes arrières. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai fait le premier pas. Cette allée fut la plus longue que j'ai jamais marchée. Elle ne se mesurait pas en mètres, mais en souvenirs. Chaque pas que je faisais, était un voyage de retour, à travers la carte de ma propre zone de guerre privée, le paysage de la désapprobation de mon père. Le premier pas, m'a ramené à Thanksgiving, au silence étouffant de la salle à manger. Alors que je me tenais là, à 17 ans, championne scientifique de l'État, je pouvais voir le lourd registre relié en cuir, ouvert sur la table en acajou poli. Je pouvais sentir le poids du regard de ma famille sur moi, et je pouvais voir la main de mon père, tenant son stylo Montblanc en or, alors qu'il écrivait ce grand nombre gras et accablant, à côté de ma réussite, 0 pointé. Le son du sourire triomphant de mon frère David, était plus fort, que n'importe quels applaudissements que j'avais reçus. Le pas suivant, m'a emmené dans une salle de tri postale poussiéreuse, et cuite par le soleil, à Bagdad. Je tenais l'enveloppe d'entreprise rigide, d'Allen Industries. J'ai ressenti à nouveau cette étincelle d'espoir insensé, celle que je ne semblais jamais pouvoir éteindre, l'espoir que cette fois, ce serait différent. Puis, la sensation des 4 carrés nets, de ma propre lettre, tombant de l'enveloppe dans ma main. Mon cœur, mes explications, ma fierté, déchirée en morceaux, et renvoyée à travers le monde, sans un seul mot de réponse. Un renvoi plus froid, et plus définitif, que n'importe quelle dispute. Avec un autre pas, j'étais de retour dans mon petit appartement à Fort Hood. Le téléphone pressait fort contre mon oreille. C'était il y a seulement quelques mois, après lui avoir dit, que je porterais mon uniforme au mariage. Sa voix, un grondement sourd de fureur contenue, résonnait dans ma mémoire. « Tu ne feras pas honte à cette famille, avec ce costume ridicule, » avait-il dit. « Tu ressembles à un simple fantassin, un morceau de propriété du gouvernement, une putain de honte. » Les mots qu'il utilisait n'étaient pas seulement des insultes. Ils étaient conçus, pour me dépouiller de mon identité, pour réduire le travail de ma vie à des haillons. Il a alors commencé à parler, sa voix résonnant à travers le saint silence de la cathédrale, couvrant les douces notes de l'orgue. Il ne criait pas encore. Il parlait avec la cadence mesurée, d'un PDG rendant un verdict final, sur un investissement raté. Il parlait de honte, de manque de respect, du devoir d'une fille. Il parlait de l'honneur de la famille, mais il voulait dire la réputation de l'entreprise. Pendant un instant terrifiant, je me suis senti rapetissé. La capitaine commençait à s'effacer, et la petite fille, désespérée d'entendre un mot gentil, de recevoir un seul regard d'approbation, commençait à faire surface. Je me sentais faible, exposé, mon armure de médailles et de grades, me semblant soudain aussi fragile que du papier. J'étais redevenu cette fille de 17 ans, debout devant le registre, attendant que ma valeur soit déclarée inexistante. Et puis, une autre voix a fendu le bruit dans ma tête. Elle était calme, rocailleuse, et régulière. C'était une voix que j'avais entendue pour la première fois, au milieu d'un exercice d'entraînement de 36 heures. Une voix qui m'avait ramené du bord de l'effondrement. Ce n'était pas ma voix. C'était la voix du sergent instructeur Barnes. La douleur est temporaire, capitaine. Mais l'honneur est éternel. Ces mots étaient un bouclier. Ils étaient simples, durs et vrais. Ils avaient été forgés dans une épreuve du feu, que mon père ne pourrait jamais comprendre. Cette voix, la voix d'un homme qui avait testé mes limites, et les avait trouvées dignes, était plus forte que le rugissement de mon père. C'était la voix de mon véritable héritage. Mon père a levé la main.
Le temps s'est ralenti au point de s'arrêter. L'air est devenu épais. Les halètements clairsemés des invités semblaient rester suspendus en l'air. J'ai vu le mouvement, le début de l'arc. La même main qui m'avait jadis appris à faire du vélo, s'abattait maintenant pour me frapper. Mais je n'ai pas regardé cette main. J'ai refusé de lui donner du pouvoir. J'ai regardé au-delà de mon père, au-delà de l'architecte de ma douleur, et j'ai fixé mon regard sur le bout de l'allée. J'ai regardé Marc. Il se tenait parfaitement immobile à l'autel, les mains croisées dans le dos. Et sur son visage, je n'ai vu aucune pitié. Il n'y avait pas de peur, pas de désir paniqué, de se précipiter pour me sauver. Il n'y avait qu'une confiance absolue, et inébranlable. Ses yeux ne regardaient pas une victime. Il regardait sa partenaire, une collègue commandante, et il me faisait confiance, pour gérer mon secteur de la bataille. Et dans cet espace infinitésimal, entre une main qui se lève, et un coup qui est porté, j'ai réalisé que ce n'était pas une attaque. C'était un choix définitif et final, mis à nu devant Dieu, et 280 témoins. Qui allais-je être, dans l'instant suivant ce moment? Serais-je la fille brisée de Richard Allen, celle qui finissait par s'effondrer sous sa rage? Ou serais-je la capitaine Demi Allen, de l'armée des États-Unis? Un commandant ne tressaille jamais. Un commandant tient la ligne. J'ai redressé le dos, j'ai levé le menton, et je me suis préparé à recevoir l'impact. Non pas comme une punition, mais comme ma libération finale, sanglante et glorieuse. J'ai tenu bon, le menton haut, le corps préparé pour le choc. La piqûre de la gifle n'est jamais venue. Dans l'espace d'un battement de cœur, Marc a bougé. Il n'était ni bruyant ni agressif. Il a bougé avec l'efficacité silencieuse et mortelle d'un soldat entraîné pour la guerre. Il n'a pas touché mon père. Il n'en a pas eu besoin. Il s'est simplement interposé entre nous, un bouclier humain, son corps formant une barrière solide et inamovible. Il a regardé mon père directement dans les yeux, et ce simple acte de défi contenait plus de menaces que n'importe quel cri. Puis, il a légèrement tourné la tête vers moi, sa voix tranchant la tension étouffante, assez forte pour que les premiers rangs l'entendent clairement. « Capitaine, avez-vous besoin d'une assistance médicale ?» Mon père, enragé d'être contrecarré, a ouvert la bouche pour rugir de nouveau. Mais Marc a levé une main, un geste d'autorité absolue, qui l'a stoppé net. La voix de Marc n'était plus celle d'un gendre. C'était le ton clair et précis d'un officier signalant un incident. « Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé à la cathédrale stupéfaite, veuillez rester calme. Une agression contre un officier de l'armée des États-Unis vient de se produire. Veuillez rester à vos places. » L'air est devenu électrique. Il venait de changer tout le contexte de l'événement. Mais le véritable coup de grâce, le mouvement qui a fait voler en éclats le monde de mon père, est venu d'un endroit qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Depuis le 3e rang, un homme âgé, avec la poitrine couverte de rubans, et 4 étoiles d'argent brillant sur les épaules de son grand uniforme, s'est levé. C'était le général Matthews, une légende vivante de l'armée, un homme qui avait commandé des divisions, pendant la tempête du désert. C'était l'invité de Marc, un mentor de ses débuts. Il n'a pas crié, il n'en a pas eu besoin. Sa voix, un baryton profond et puissant, aiguisé par des décennies de commandement, a roulé à travers l'espace sacré, comme le tonnerre. Garde à vous. C'était le commandement suprême. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre, que chaque soldat, actif ou à la retraite, a gravé dans son ADN. La réponse fut instantanée. Elle fut à couper le souffle. Dans toute la cathédrale, un son, semblable à un claquement sec et unique, a ricoché sur les murs de pierre. C'était le son de dizaines de paires de talons, qui se rejoignaient dans un unisson parfait et synchronisé. Chaque militaire dans la pièce, les jeunes rangers, les colonels chevronnés, les généraux décorés, les vétérans silencieux dispersés parmi les bancs, se sont levés comme un seul homme. Ils ne se sont pas simplement levés. Ils ont exécuté une manœuvre militaire impeccable. Leur dos est devenu raide comme un piquet. Leur menton s'est relevé. Leurs yeux se sont fixés droit devant eux. Ils ont formé un mur d'honneur vivant, et respirant, une phalange silencieuse bleue et or, qui m'a entouré et protégé. Ils n'ont pas regardé mon père. Ils ont regardé droit devant, leur regard collectif fixé sur un lointain point de devoir. Ce fut l'acte de condamnation le plus profond, dont j'ai jamais été témoin. Un renvoi si complet,
si absolu, qu'il était plus terrifiant que n'importe quelle accusation. Par ce seul mouvement unifié, il l'avait effacé du champ de bataille. Mon père est resté là, réduit au silence par la stupeur. Son visage, qui avait été contorsionné par la rage, était maintenant un masque d'incrédulité totale. La dynamique du pouvoir avait basculé si violemment, que cela lui avait donné le coup du lapin. Il a regardé autour de lui, ses yeux cherchant désespérément ses propres alliés, sa propre armée. Il s'est tourné vers ses rois, les PDG des entreprises du classement Fortune 500, les politiciens habiles, les membres de son conseil d'administration. Il les avait invités ici, pour être témoins de son pouvoir, pour voir la dynastie Allen, dans toute sa gloire. Mais ils ne le regardaient pas avec soutien. Ils le regardaient, avec les yeux froids et calculateurs, d'évaluateurs de risque. Ils étaient des rois à part entière, et ils comprenaient les lois non dites du pouvoir. Vous devez toujours garder le contrôle. Richard Allen, dans sa rage aveugle, venait de commettre le péché ultime. Il avait perdu le contrôle, de la manière la plus publique qui soit. Il avait attaqué un symbole, un officier en uniforme, une fille, un soldat décoré, que même eux, dans leur monde cynique, savaient qu'ils étaient censés respecter. Il n'était plus un puissant patriarche. Il était une responsabilité, un actif instable et imprévisible, un mauvais investissement. Le jugement de ses pairs fut silencieux, mais définitif. Il était seul, totalement et complètement seul. Il a regardé ses fils, mes frères, David et Michael, mais ils ont refusé de croiser son regard. Ils fixaient intensément leurs propres chaussures en cuir italien ciré, soudain fascinés par les motifs complexes du tapis persan sous leurs pieds, souhaitant pouvoir fondre dans le sol. Ils étaient ses fidèles lieutenants, mais ils ne sombreraient pas, avec un capitaine qui venait de s'aborder son propre navire. Richard Allen, le titan de l'industrie, l'homme qui déplaçait les gratte-ciel, et pliait les politiciens à sa volonté, a fait un pas en arrière involontaire. Il a légèrement trébuché sur la marche de l'autel. Cette brève perte d'équilibre était la métaphore parfaite de son effondrement complet. Personne n'a parlé. L'orgue était silencieux. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation, un son qui semblait maintenant rugir, dans ce silence assourdissant. Il s'est retourné, les épaules affaissées. Il a redescendu l'allée, non pas avec la démarche assurée d'un roi quittant sa cour, mais avec la démarche traînante d'un homme vaincu, expulsé du champ de bataille. Sa retraite ne fut ni bruyante, ni dramatique. Ce fut une capitulation silencieuse, pathétique et écrasante pour l'âme. La chute de son monument ne s'est pas terminée en un fracas. Elle s'est terminée dans une tombe de sa propre fabrication, remplie d'un silence, plus accablant que n'importe quel cri. Je l'ai regardé partir, et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti pour lui. Ni colère, ni pitié, ni tristesse, rien. J'ai tourné mon regard vers l'avant, vers Marc, vers l'autel, et je n'ai pas regardé en arrière. Après la retraite de mon père, un profond silence s'est à nouveau installé dans la cathédrale. Mais c'était un autre genre de silence. Ce n'était pas l'immobilité morte et choquée d'auparavant. C'était un silence de révérence, de crainte respectueuse. J'ai pris une grande inspiration, la première respiration vraiment régulière que j'avais prise depuis l'ouverture des portes, et j'ai fait les derniers pas, jusqu'à l'hôtel où Marc m'attendait. Il a pris ma main, sa poigne chaude et solide, et ensemble, nous nous sommes tournés vers le prêtre. Le père Michael, un homme âgé aux yeux doux, qui avait vu toute une vie de joie et de peines humaines, n'est pas immédiatement retourné à la liturgie. Au lieu de cela, il s'est avancé, son regard balayant les invités rassemblés, avec une douce sagesse. Dans nos vies, a-t-il commencé, sa voix calme et claire, résonnant d'une autorité tranquille, qui commandait plus d'attention que les rugissements de mon père ne le pourraient jamais. Nous sommes tous appelés à mener des batailles. Certaines se livrent dans des contrées lointaines, dans la poussière et la chaleur du conflit. Et d'autres, il a fait une pause, ses yeux trouvant les miens avec un regard de profond respect, se livrent juste ici. Dans le sanctuaire de nos propres cœurs. Aujourd'hui, nous avons été les témoins d'un grand courage. Et maintenant, célébrons l'amour, que ce courage protège. Avec ces mots, il a tout recadré. Il n'a pas ignoré la laideur de ce qui venait de se passer. Il a sanctifié ma lutte. Il a pris ce que mon père avait voulu être un scandale familial, et l'a élevé au rang de témoignage de force. Il a donné de l'honneur à ma bataille. Alors que nous nous tournions l'un vers l'autre pour prononcer nos vœux,
chaque mot a pris un poids nouveau et profond. Quand j'ai regardé Marc, et que j'ai dit les mots anciens, pour t'avoir et te garder, pour t'aimer et te chérir, je ne m'adressais pas seulement à lui. Je me faisais une promesse à moi-même. Le vœu de chérir la femme, que je m'étais battu si durement pour devenir. D'honorer la capitaine, qui avait refusé de céder son terrain. Je signais un traité de paix, non pas avec mon père, mais avec moi-même. Et lorsque Marc a prononcé ses vœux, sa voix stable et sûre, alors qu'il promettait de m'honorer et de me protéger, chaque personne dans cette église savait que ce n'était pas seulement une ligne d'un scénario. C'était un serment solennel, qu'il avait déjà prouvé par des actes. La cathédrale entière, ma vraie famille, en avait été témoin. Nos vœux n'ont pas seulement été prononcés, ils ont été ratifiés. La réception qui a suivi s'est tenue dans une magnifique et ancienne salle de bal texane, avec de hauts plafonds et des lustres en cristal. On se sentait à un monde, de l'attention de la cérémonie. Mes frères, David et Michael, rôdaient maladroitement dans un coin éloigné de la pièce, sirotant des verres de scotch hors de prix, évitant le contact visuel avec tout le monde. Ils ressemblaient à des généraux vaincus, incertains de leur place, dans ce nouvel ordre mondial. Finalement, David s'est approché de moi, sa cravate légèrement desserrée, son arrogance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. Je me suis préparé à des excuses, à une confrontation. À n'importe quoi, contenant une once d'émotion sincère. J'aurais dû m'en douter. Eh bien, tu as vraiment mis le bazar, Demi, a-t-il marmonné, sans me regarder dans les yeux. L'action d'Allen Industries va probablement en prendre un coup lundi, après cette petite scène. La réputation de papa et tout. Je l'ai regardé, lui, dans son costume parfaitement taillé, avec son expression inquiète, qui n'avait rien à voir avec moi, et tout à voir avec l'argent. Et je n'ai rien ressenti. La colère avait disparu. La blessure avait disparu. Tout ce qui restait, était une pitié creuse et résonnante. Il était un prince d'un empire, envers lequel je n'avais plus aucune allégeance. Il parlait une langue de profit et de perte, qui m'était désormais étrangère. C'est ton empire, David, ai-je dit, ma voix douce mais claire. Pas le mien. Et sur ce, je lui ai tourné le dos, un ultime et silencieux acte de sécession, et je me suis éloigné. Plus tard, est venu le moment de notre première danse. Le chef d'orchestre s'est approché de Marc, s'attendant à la demande d'une ballade lente et romantique. Marc s'est penché, et lui a murmuré quelque chose. Les sourcils du chef d'orchestre se sont levés de surprise, mais il a hoché la tête, et est retourné sur scène. Les premiers accords qui ont retenti, n'étaient pas une douce valse. C'était le riff de guitare brute, insolent et emblématique, de « Fortunate Son » de Creedence Clearwater Revival. Un sourire a illuminé le visage de Marc, alors qu'il m'entraînait sur la piste de danse. La chanson était un hymne anti-guerre classique, une chanson de protestation, adorée par les soldats, pour sa vérité sans phare sur les classes sociales et les privilèges. C'était notre chanson, une chanson sur ceux qui servent, contre ceux qui profitent. C'était l'histoire de ma vie, mise sur un rythme rock and roll. Nos amis, notre vraie famille, ont compris instantanément. Ils ont formé un cercle autour de nous, non pas comme des spectateurs, mais comme des participants. Ils ne regardaient pas seulement un marié et une mariée. Ils entouraient deux des leurs. Nous avons dansé au milieu de ce cercle d'honneur, riant, libérés, et libres. Ce n'était pas la première danse d'un couple de jeunes mariés. C'était la danse de la victoire de survivants, de soldats qui avaient gagné leur guerre, et qui étaient enfin rentrés à la maison. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, et qu'un calme doux s'est installé sur la maison, Marc et moi nous sommes tenus sur le petit balcon de notre chambre d'hôtel, regardant les lumières scintillantes de la ville. L'air était frais et pur. Il est arrivé derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille, son menton reposant doucement sur mon épaule. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, pendant un long moment, respirant simplement ensemble. « Est-ce que ça fait mal ?» a-t-il demandé doucement, son pouce caressant légèrement mon bras. Ma main est allée vers ma joue, à l'endroit où la gifle avait atterri, où une légère douleur fantôme semblait encore résonner. J'ai senti la peau lisse et intacte. Puis ma main est descendue, pour se reposer sur mon cœur. J'ai pensé aux 30 années d'affront, de rejet, au fait qu'on m'ait dit que ma valeur était zéro. J'ai senti le rythme régulier et calme, sous ma paume. Et j'ai su que la guerre était, enfin et véritablement, terminée. Plus maintenant, ai-je murmuré.
Et je le pensais pour les deux endroits. La blessure en surface, et la blessure qui avait suppuré au fond de moi pendant près de 3 décennies, avait finalement et miraculeusement guéri, au même instant exact. Quelques mois plus tard, un grand paquet plat est arrivé dans notre nouvelle maison. Il était lourd, et emballé de manière professionnelle, sans adresse d'expédition. Curieux, Marc et moi l'avons ouvert avec précaution, sur le sol du salon. À l'intérieur, se trouvait une grande photographie, magnifiquement encadrée. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était une photo prise depuis le balcon de l'église. Un plan large, capturant le moment exact où les soldats s'étaient levés. Tout y était, les lignes rigides et parfaites des officiers en uniforme, leur dos droit, leur regard fixé vers l'avant. Au centre de tout cela, il y avait moi, une silhouette solitaire dans mon grand uniforme, abritée et protégée par ce magnifique mur d'honneur silencieux. Sur le côté, presque comme un détail sans importance, on pouvait voir la silhouette floue de mon père, isolé et insignifiant. Mes yeux se sont remplis de larmes. Nos amis s'étaient secrètement arrangés, avec l'un des photographes du mariage, pour capturer ce moment. Vissée au bas du cadre en bois riche et sombre, se trouvait une simple plaque en laiton poli. La gravure était élégante et claire. On pouvait y lire « La famille, ce n'est pas toujours le sang. Parfois, ce sont les personnes qui se lèvent à vos côtés. » Nous avons accroché la photographie à la place la plus en vue de notre maison, en plein centre du mur principal de notre salon. C'était notre premier et unique portrait de famille, et il était parfait. Un an jour pour jour après le mariage, à l'occasion de l'anniversaire du décès de ma mère, j'ai conduit jusqu'au petit cimetière tranquille, où elle était enterrée. Le soleil du Texas était chaud, et une douce brise faisait bruisser les feuilles des vieux chênes. Je n'ai pas pleuré. Le chagrin que j'avais porté si longtemps, avait été remplacé par un sentiment de paix, de continuité. Je me suis assise sur l'herbe, à côté de sa simple pierre tombale, et j'ai sorti une lettre de mon sac. « Salut, maman », ai-je commencé, ma voix claire et assurée dans l'air calme, alors que je lisais les mots que j'avais écrits. C'est moi. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je voulais juste te prévenir. Je l'ai enfin fait. J'ai bâti mon propre héritage. Il n'est pas fait de briques et de mortier, maman. Il ne se mesure pas en mètres carrés. Ou en cours d'action. Il est bâti sur des fondations d'honneur. Il est maintenu par le ciment de la loyauté. Et il est abrité par un amour si fort, qu'il peut affronter n'importe quelle tempête. Il est sûrement plus petit que l'empire de papa, mais il est réel. Et c'est le mien. Tu m'avais dit de ne pas le laisser acheter mon âme. Je ne l'ai pas fait. Je m'en suis tenu à ce qui était vrai. Même quand personne d'autre n'applaudissait. J'espère que tu es fier. J'ai plié la lettre, un sentiment d'achèvement m'envahissant. Je n'avais pas besoin de réponse. Je pouvais la sentir. L'histoire se termine ici, mais ma mission continue. Quelques années plus tard, devenu major dans l'armée, on m'a demandé de m'adresser à un groupe de femmes officiers nouvellement promues. De jeunes femmes sur le point d'assumer leur premier rôle de direction. Elles étaient assises devant moi, leur visage jeune, enthousiaste, et plein de ce même mélange de confiance et de peur, que j'avais moi-même si bien connu. Je ne leur ai pas raconté l'histoire de mon mariage. Je n'en ai pas eu besoin. Les leçons étaient plus importantes que les événements. J'ai regardé ces visages brillants et déterminés, les futures dirigeantes de notre armée, et je leur ai laissé l'élément de renseignement le plus important, que j'ai jamais recueilli. Les gens essaieront de vous dire ce que vous valez, ai-je dit, ma voix résonnant d'une conviction forgée dans le feu. Ils mettront une étiquette de prix sur vos rêves. Ils essaieront de vous faire rentrer dans une colonne de leur registre. Ne les croyez jamais. Votre valeur, votre héritage, ne se définit pas par leurs applaudissements. Cela se définit par vos actions quand personne ne regarde. Cela se définit par l'intégrité que vous maintenez lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Et cela se définit par la façon dont vous tenez vos positions, quand le monde entier vous dit de battre en retraite. Je les ai regardées, chacune d'entre elles, déversant toute la force que ma mère m'avait donnée, tout l'honneur que l'armée m'avait enseigné, et tout l'amour que Marc m'avait témoigné, dans mes derniers mots. Alors, allez-y, et bâtissez votre propre empire. Voilà mon histoire. C'est la preuve qu'un héritage n'est pas quelque chose dont on hérite. C'est quelque chose que l'on bâtit, un acte de courage à la fois. Je sais que je ne suis pas seul, et que beaucoup d'entre vous ont mené leur propre bataille, pour définir leurs propres valeurs.
vos histoires sont la raison pour laquelle cette chaîne existe. Si vous croyez au pouvoir de la résilience, veuillez vous abonner et faire partie de notre communauté. Aimez cette histoire, si elle vous a touché, et partagez-la avec une personne qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force. Enfin, commentez ci-dessous avec le seul mot qui définit l'empire que vous êtes en train de bâtir.